Très- voilà. Ce webinaire va être enregistré, ce qui permettra de le partager ultérieurement si vous avez besoin de revenir sur des présentations. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation de BIMBAP. Voilà, moi, je suis Sébastien Mézières du Forum des marées atlantiques. J'anime une petite antenne qui est basée à Saint-Omer, le Forum des marées atlantiques, et une structure dont le siège est à Rochefort. Et je représente une petite antenne Manche-Mer du Nord. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à BIMBAP, cette boîte des indicateurs des milieux humides pour le bassin Artois-Picardie. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas. En tout cas, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de découvrir cette boîte à outils, puis de comprendre en quoi elle consiste, d'en comprendre surtout les enjeux pour le territoire et par-dessus tout, c'est de susciter l'envie de l'utiliser. Alors cette boîte, on va l'ouvrir ensemble aujourd'hui, mais avec cette petite précaution que de se dire qu'on ne va pas non plus entrer dans le détail de cette boîte à outils qui est quand même riche et dense. Donc on vous propose aujourd'hui une présentation générale, et puis on a le plaisir d'accueillir de nombreux partenaires qui vont nous permettre de situer BIMBAP dans son contexte. Alors, comment va se passer cette matinée? Voilà un petit peu le déroulé. Alors, on va d'abord avoir une présentation générale pour bien resituer, comme je le disais, BIMBAP dans son contexte et son environnement pour au niveau du bassin Artois-Picardie, au travers de l'intervention de l'Agence de l'eau, mais aussi dans le cadre de l'Agence régionale de la biodiversité. Et on situera aussi BIMBAP au niveau national et bien montrer que c'est une démarche qui n'est pas isolée mais qui s'articule avec une démarche plus globale qui s'appelle MEO, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas. En tout cas, ça permettra de mieux comprendre tout ça. On vous propose ensuite un petit retour d'expérience qui, je pense, mettra beaucoup en appétit par rapport justement à tout ce qu'une boîte à outils peut apporter. On aura des interventions de Quentin et de Jérôme du CNO de France et du CN Rhône-Alpes Savoie. On vous propose un premier temps d'échange vers 11h15. Et puis, une des questions que vous vous posez sans doute, c'est comment on sera accompagné dans la mise en œuvre de cette boîte à outils, de ces indicateurs. Donc, tout ça, bien entendu, on l'a prévu. Et vous découvrirez les formations qui pourront être proposées. Et on aura un dernier temps d'échange en fin de matinée. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Estelle Chevillard de l'Agence de l'eau pour resituer BIMBAP dans le contexte du bassin. Je coupe mon partage et Estelle, la parole est à toi. Bon webinaire à toutes et tous. Voilà, j'ai remis le micro. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir avec Sébastien de pouvoir débuter ce webinaire de présentation de la boîte à indicateurs milieu humide du bassin Artois-Picardie. Donc, ma présentation sera plutôt générale et je l'espère vous donnera l'eau à la bouche pour pouvoir assister à la totalité du webinaire, mais on rentrera plus dans le détail après les interventions générales. Quand faut-il que j'arrive à passer? Voilà. Tout d'abord, ça me paraissait important de pouvoir commencer ce webinaire avec des belles photos des milieux humides de notre territoire, même si on verra que sur des territoires nationaux, on a beaucoup plus de relief. Mais voilà, on a quand même de très, très belles zones humides sur le bassin Artois-Picardie, le marais audomarois, les prairies humides de la Vénois, toute la vallée de la Somme avec ces magnifiques tourbières alcalines. Donc, on a des milieux très riches
au niveau faune, au niveau flore. Je retiens souvent 50% des oiseaux et 30% des espèces végétales menacées et remarquables sont inféodées au milieu humide. Et donc, voilà, une grande richesse avec des milieux qui rendent énormément de services à l'être humain. Des services d'éponge en permettant la rétention de l'eau, en permettant de restituer l'eau en période de sécheresse, un rôle épuratoire, un rôle de stockage du carbone, parfois bien plus important que des forêts. Donc voilà, de nombreuses fonctions qui rendent de nombreux services à l'homme. Cependant, en tout cas sur le bassin Artois-Picardie, d'après les scientifiques, les superficies de milieux humides continuent de diminuer du fait de menaces qui pèsent sur ces milieux, hein, que ce soit l'artificialisation des sols avec voilà, l'urbanisation, une agriculture intensive, l'usage, l'habitat léger de loisirs dans toutes ces zones humides, comme dans la vallée de la Sensée ou bien la vallée de la Somme. Donc, on a encore énormément de menaces sur ces milieux. Donc, pour pallier à cette disparition de milieux très importants, on a eu plusieurs plans nationaux d'action en faveur des zones humides et des milieux humides qui se sont mis en place, qui ont permis de mobiliser de nombreux acteurs, de mettre en place de nombreuses actions, donc comme le troisième plan d'action avec son axe 2, développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides. Donc, ce plan a eu un bilan de réalisation très satisfaisant et pourtant, voilà, les efforts doivent encore se poursuivre. Aujourd'hui, nous sommes dans le plan national milieu humide 4 pour la période 2022-2026 avec 3 axes, hein, agir, sensibiliser et mieux connaître. Donc, dans l'axe 3, mieux évaluer l'état des zones humides, on a une action spécifique sur suivre l'évolution des milieux humides par le développement et le déploiement d'outils communs. Et donc, c'est bien dans cet axe 3 et puis également dans un souci de pouvoir, notamment pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie, mais également pour nos partenaires, hein, la région, les fonds européens, les départements, de pouvoir évaluer l'efficience des actions menées sur ces milieux humides. Le bassin Artois-Picardie a souhaité mettre à disposition des acteurs et puis des gestionnaires des milieux humides un outil d'évaluation composé d'indicateurs communs pour qu'on puisse voilà, communiquer plus facilement entre différentes évaluations de travaux sur des sites différents, de suivre à la fois ces milieux humides, mais surtout de pouvoir évaluer l'efficacité des travaux à la fois de gestion et de restauration des milieux humides. Donc, dans cet objectif commun que nous avions pu partager en commission technique zone humide sur le bassin Artois-Picardie, un travail a été lancé, réalisé, puisqu'on a aujourd'hui un premier webinaire pour vous présenter ce travail qui a été réalisé collectivement pour retenir les indicateurs les plus adaptés au contexte des milieux humides du bassin Artois-Picardie, établir des listes de référence, que ce soit des listes faunistiques ou des listes floristiques, et puis de pouvoir tester ces protocoles sur site et ensuite de pouvoir vous les mettre
à disposition. Et donc, tout ceci, bien sûr, hein, en lien étroit avec les démarches existantes sur les autres bassins, tels que Roméo ou bien Ligero pour le bassin de la Loire. Et donc, et aujourd'hui avec la démarche nationale MEO. Donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter tout ce travail en sachant que depuis 2022, BIMBAP a intégré le nouveau contexte régional puisque une agence régionale pour la biodiversité a été créée. Mais là-dessus, je laisserai la parole à Lou d'Angreville pour vous présenter plus précisément ce nouveau contexte. Et je vous laisse la totalité du webinaire pour découvrir ce bel outil qu'est BIMBAP. Merci Estelle pour cette transition. Bonjour à tous. Voilà, alors je bricole le temps de partager mon écran. Voilà. Hop. Est-ce bon? Oui, ça a l'air. Donc, comme l'a dit Christelle, voilà, BIMBAP, en fait, la boîte à outils BIMBAP s'inscrit parfaitement dans l'Agence régionale pour la biodiversité et plus particulièrement du pôle connaissance. Donc, mon rôle, alors, pour ceux voilà, qui l'ignorent encore, voilà, il y a une nouvelle Agence régionale pour la biodiversité qui est née durant l'année 2022 et voilà, qui se déploie tout doucement à partir de 2023. Et donc, j'ai en charge de vous faire une présentation très succincte de ce qu'est cette agence régionale pour la biodiversité et ce que sont ses objectifs, et plus particulièrement du pôle connaissance dans lequel s'inscrit la boîte à outils BIMBAP. Donc, les objectifs de cette nouvelle agence pour la biodiversité, c'est de fédérer les énergies, la complémentarité des compétences et garantir la cohérence des interactions partenariales affirmées. Voilà, l'agence, en fait, est née de l'ex-GREB, ce qu'on appelle la GREB, la gouvernance régionale pour la biodiversité. Et donc, l'objectif est vraiment une agence partenariale avec des moyens mutualisés entre plusieurs structures. C'est aussi de favoriser une meilleure appropriation des enjeux de la biodiversité par l'amélioration de la connaissance et de l'observation. C'est aussi favoriser la capacité d'ingénierie des acteurs publics et privés dans les territoires pour passer à l'action. Et c'est de mener une communication au plus près des acteurs. L'agence est issue des 5 membres fondateurs. Donc, vous allez retrouver l'Office français pour la biodiversité, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'ADREAL. Vous allez retrouver également le conseil régional ainsi que les 2 agences de l'eau, Artois-Picardie et Seine-Normandie, donc qui sont à l'issue de la gouvernance régionale pour la biodiversité. L'agence, c'est aussi un réseau de partenaires sur lequel s'appuie cette agence régionale pour la biodiversité. Donc, on va retrouver un certain nombre de partenaires associés tels que les espaces naturels régionaux, le conservatoire d'espaces naturels, le GON, Picardie Nature, le conservatoire botanique et bien d'autres encore. Ce réseau de partenaires a vocation à grossir pour que chacun se saisisse de ce nouvel outil. En tout cas, la porte est ouverte. C'est un programme d'action unique et commun qui est soit annuel, soit pluriannuel, avec un plan de financement, des pilotes et des animateurs. Ça, je vous l'explique un peu plus en détail après. Bien sûr, l'ARB, ce sera une équipe mutualisée. Donc, voilà, donc je ne me suis même pas présentée, donc Lou d'Angreville. Je suis l'animatrice du pôle connaissance. Vous verrez un peu plus loin, l'ARB est divisée en plusieurs pôles. Et donc, en tout, nous serons 5, 6, nous serons 6 mi-2023. Et les règles, voilà, il y a un règlement intérieur qui est adopté par le COPIL, représenté par les 5 membres fondateurs. Voilà un peu plus en détail comment nous nous organisons.
Donc, en cours de recrutement, un coordinateur qui aura vocation justement, d'où son nom, à coordonner l'ensemble des actions de l'équipe mutualisée et de l'ARB. Alors, l'ARB est découpée en 3 pôles. Un pôle connaissance, dont je suis l'animatrice. Donc, le pôle connaissance, je rentre un peu plus finement dans ses missions après, donc je ne vais pas détailler ici. Un pôle mobilisation et appui aux acteurs qui est voilà, avec un animateur qui est en cours de recrutement et qui devrait arriver courant juin, juillet, en tout cas à la moitié de l'année, qui lui a plutôt pour objectif de mobiliser les collectivités pour une meilleure gestion de la biodiversité. Donc, on va y retrouver tout ce qui est territoire engagé pour la nature, les programmes LIFE, les stratégies d'espèces exotiques envahissantes. Et puis, nous avons un pôle communication, éducation et sensibilisation à l'environnement, voilà, où là, nous avons une chargée de communication qui est déjà en place. Donc, c'est un pôle assez transversal puisque la communication va toucher tous les pôles, bien entendu. Et voilà, ce pôle va gérer aussi tout ce qui est aire éducative, support pédagogique et d'autres opérations ciblées. Je rentre plus en détail dans le pôle connaissance. Donc, comme je l'ai dit en amont, le BIMBAP s'intègre dans ce pôle connaissance. Donc, le pôle connaissance, c'est, alors pour ceux qui ont connu, c'est observation et valorisation, ce sont les missions de l'Observatoire régional de la biodiversité qui a pleinement intégré l'ARB. Donc, on y retrouve l'équipe de l'ORB dans ce pôle connaissance avec Guillaume Berthaud notamment. Donc, la mission reste la même, qui est l'analyse et mise à disposition d'informations objectives, quantifiées, pertinentes sur la nature en région. Donc voilà, le site de l'Observatoire reste en place, pour le moment en tout cas, et continue à diffuser des indicateurs de biodiversité. Donc, dans ce pôle connaissance, on retrouve aussi le système d'information nature et paysage. Donc, avec la mise en forme, la mise en œuvre en tout cas de ce SIMP à l'échelle régionale, qui assure la diffusion de données de la biodiversité de qualité, qui sont déjà assurées par 4 pôles. Donc, on va y retrouver le groupe ornithologique et naturaliste du Nord, enfin, des Hauts-de-France, le Conservatoire botanique national de Bailleul, Picardie Nature et la Société mycologique du Nord de la France. On va y retrouver aussi donc le projet CARAB, le projet de hiérarchisation et spatialisation des enjeux de préservation des habitats naturels. Donc là, c'est bien le Conservatoire botanique qui est pilote, mais l'ARB voilà, suit ce projet-là et ça fait partie du pôle connaissance. On y retrouve BIMBAP. Donc, je ne vais pas rappeler les objectifs de BIMBAP. Voilà, Estelle et Sébastien l'ont très bien fait. Donc, nous avons pour vocation sur ce dossier-là à suivre et à aider, en tout cas autant que faire se peut, voilà, ce projet à aller au bout. Et nous avons tout un volet sciences participatives avec l'animation d'un collectif régional pour le développement des sciences participatives en faveur de la biodiversité. Voilà, je crois que j'ai fini. Je crois avoir respecté mon temps. J'arrête le partage. Voilà. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Estelle. Alors, voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est important quand même de resituer BIMBAP dans son contexte local, on va dire au niveau du bassin, et au niveau de la région, et d'articuler ça avec la jeune agence régionale de la biodiversité. Il faut resituer aussi BIMBAP dans un cadre plus national. On parlait du plan d'action national sur les milieux humides. Et on vous propose aussi d'évoquer la démarche MEO au travers de François, Michaud et Honorine qui vont nous parler un petit peu de cette démarche qui est vraiment une démarche conjointe avec BIMBAP. Voilà, François, Honorine, la parole est à vous. Eh ben, merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis François Michaud de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Et puis, je suis heureux de pouvoir vous présenter cette démarche nationale MEO aux côtés
d'Honorine Baldenweg-Ruffner, qui est de Patrinat. Juste avant d'aller plus loin, je tiens à m'assurer que vous voyez bien mon écran et que je vais pouvoir démarrer. On va dire que vous voyez ça. On voit bien, ouais. Ok, merci. Également pour vous dire donc, comme ça a été rappelé, que MEO, c'est en fait la démarche nationale de laquelle est issue BIMBAP, qui en est donc la déclinaison pour le bassin Artois-Picardie. Une précision, MEO, ça veut dire milieu humide, évaluation et observation. Estelle également l'a rappelé, mais MEO se fonde dans le cadre du 4e plan national milieu humide, qui fixe bien que MEO est l'outil privilégié pour effectuer le suivi de l'évolution des milieux humides. Et donc, c'est ce qui consacre et qui fonde notre action. Pour aller rapidement, vous présenter également l'animation nationale de ce programme MEO et peut-être avant d'aller plus loin, vous faire un très bref historique de cette démarche qui a la particularité d'avoir été avant tout une démarche de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, puis devenue nationale avec le déploiement dans d'autres bassins. Et donc, c'est bien avec la démarche Roméo en 2009 qui a été lancée par le Seine-Savoie et le Seine-Rhône-Alpes. Vous aurez une présentation de Jérôme Porteret tout à l'heure, avec une trentaine d'autres structures et partenaires qui a lancé ce programme en faveur de l'évaluation et du suivi des milieux humides. Et puis les premières productions concrètes sont sorties au début des années 2010, qui ont en fait suscité un intérêt dans le réseau des conservatoires d'espaces naturels et plus largement également dans d'autres bassins hydrographiques et qui ont conduit assez naturellement la Fédération des conservatoires d'espaces naturels à accompagner ce déploiement et cette structuration dans les autres bassins. Et puis depuis début 2022, cette animation nationale est renforcée par Patrinat qui copilote désormais cette animation aux côtés de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Voilà, donc on a le partage de nos missions. On va peut-être pas rentrer dans le détail plus loin sur ce partage des missions et je vais donc passer la parole à Honorine pour vous parler de la gouvernance. Oui, merci. Alors, comme vient de le dire François, on a du coup un trio qui copilote ce projet. Donc, François pour la Fédération, moi-même pour Patrinat et fraîchement arrivé, on a pour le ministère Sébastien Abric. Le COPIL, il avait eu lieu en novembre, c'était notre premier COPIL. L'idée est donc de maintenir une fois par an un COPIL composé donc, des agences de l'eau, de DREAL, des SEN et d'autres structures partenaires comme le FMA, etc. De ce premier COPIL, ce qui a été important, c'est de vraiment d'identifier nos objectifs prioritaires. Et donc pour cela, on va lancer des comités techniques avec certains prioritaires, notamment 2, pour faire l'élaboration d'un outil complet de saisie et de calcul des indicateurs MEO, et aussi un comité technique pour travailler sur la boîte à outils MEO pour qu'on ait vraiment un fichier qui reprenne les 5 protocoles et les 7 indicateurs qui seront communs à tout le territoire métropolitain. Je peux passer à la prochaine. C'est important de rappeler que MEO a plusieurs objectifs qui varient en fonction de l'échelle, puisqu'à la base, ça reste un projet, donc Roméo, qui était issu d'un bassin et qui était vraiment pour les gestionnaires de sites, pour qu'ils puissent évaluer les actions qu'ils ont entreprises sur leur site en termes de restauration des milieux humides. À cela vient s'ajouter l'échelle plus régionale. Donc là, c'est l'idée de suivre l'évolution des fonctions des milieux humides dans un bassin ou un territoire donné. Et l'échelle nationale qui est notamment importante pour Patrinat, mais pas que. L'idée, c'est de renforcer les connaissances grâce à toutes les données qui vont venir abonder les différentes bases de données nationales. Et à long terme, l'idée, c'est de valoriser tout ça en créant des indicateurs via l'ONB. Comme il l'a dit François, à la base, c'était vraiment un... Qu'est-ce que j'ai la question qui s'est mise sur la diapo, voilà.
C'était un déploiement de Roméo. Donc, découle directement de Roméo ainsi que toutes les autres démarches régionales par bassin. Actuellement, l'état d'avancement est différent selon les bassins. Donc, Roméo, Ligero, c'était les boîtes à outils qui sont sorties plus rapidement. Et maintenant, nous avons donc Bimbap. Et il y a d'autres bassins qui sont en train de travailler sur des boîtes à outils ou en tout cas qui se raccrochent à, à MEO et qui vont développer plus les protocoles via le projet national. Mais on avance dans tous les bassins versants. Donc, petit à petit, on va réussir vraiment à déployer tout ça à l'échelle de tout le territoire. Et donc, l'idée de vous présenter également les protocoles et les indicateurs nationaux, et puis qui constituent le tronc commun de MEO, avec donc les 5 protocoles et 7 indicateurs, et puis vous présenter rapidement le principe d'ensemble de MEO qui va être, je pense, bien décliné le long des présentations suivantes. En premier lieu, MEO, ça comporte des protocoles qui permettent d'aller observer et collecter de la donnée sur le terrain avec des protocoles standardisés. Donc, 5 protocoles, un lié au sol avec la pédologie, un lié à la hauteur des niveaux de nappe, la piézométrie, et puis 3 protocoles qui s'intéressent aux compartiments biologiques avec des protocoles sur la flore, sur les zoodonates et les amphibiens. Et ce que fournit MEO, c'est des indicateurs, donc vous en avez ici 7, qui vont être calculés à partir des données collectées sur le terrain et donc issues des protocoles dont je viens juste de parler. Et puis, forcément, ces indicateurs, MEO fournit un cadre d'interprétation à ces indicateurs pour pouvoir conduire une analyse et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et donc, on a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'évaluer les trajectoires écologiques d'un site à moyen et long terme, ce qui va conduire à répéter ces protocoles et ces calculs d'indicateurs à différents pas de temps pour suivre sur le long terme comment évolue son milieu humide. Et puis l'autre objectif plus opérationnel, c'est d'évaluer l'efficacité et en tout cas d'évaluer les effets sur le terrain de plusieurs actions de génie écologique, type restauration, travaux. Et là, on va conduire les protocoles et les indicateurs avant et après travaux. Voilà, et puis peut-être que ça figure pas bien sur cette diapo, mais rappelez que évidemment, il n'est pas strictement nécessaire de conduire et de calculer tous les indicateurs, mais bien de faire un choix en fonction des paramètres que l'on souhaite suivre et par exemple en fonction des types de travaux qu'on a effectués. Donc, on va bien venir choisir plusieurs indicateurs et c'est bien le cœur de la démarche. C'est donc bien comprendre la question qu'on va chercher à résoudre avec ces protocoles et ces indicateurs. Un point également qu'on souhaitait souligner, c'est que ces protocoles et ces indicateurs, ils vont conduire à la production d'énormément de données. Je crois que ça avait été évalué par Roméo sur les premières années, sur 200 sites. C'est 70 000 observations qui ont été faites et donc autant de données brutes qui ont été produites et acquises dans des cadres protocolés, des cadres standardisés, donc qui conduisent à de la donnée de qualité et qu'il est important de venir bancariser à l'échelle nationale et que ça puisse venir abonder différentes bases de données. Donc ici, le SINP pour les données espèces, la base de données ADES pour les données piézométriques qui est suivie par le BRGM. Et puis, pour les données relatives au sol, c'est la base de données DONSOL qui est suivie par l'INRAE. Et donc, tout notre enjeu, c'est de venir bien collecter ces données-là. Et puis, on a aussi également en tête de venir collecter les données élaborées, donc les données issues des indicateurs, dont une valorisation est encore à définir précisément, mais qui permettra d'avoir une évaluation globale de l'état des zones humides sur le territoire. Voilà, alors c'est vrai que cet enjeu-là de la remontée de données, c'est pas l'enjeu prioritaire MEO et Bimbap à destination avant tout du gestionnaire de site pour comprendre ce qui se passe sur son site. Mais voilà, vous rappelez également que ce qui est produit dans ce cadre-là peut également intéresser d'autres programmes qui permettent de bien suivre les milieux humides. Là, et du coup, juste pour refaire un point sur tout ce qu'on a dit, mais les perspectives, donc c'est bien, nos priorités, c'est de créer cet outil MEO.
qui puisse saisir la donnée, calculer les indicateurs et valoriser les résultats. Créer une boîte à outils pour que les 5 protocoles et les 7 indicateurs y soient dans un même document unique qui puisse être appliqué à toute la France. Et après, nos objectifs à plus long terme, c'est de créer un réseau de sites de démonstration qui permettra, donc on appliquera MEO sur des sites dans toute la France pour essayer de dégager des tendances de comment se comportent nos zones humides en France. Et à long terme, effectivement, nous aimerons créer des indicateurs nationaux en lien avec la surveillance et l'ONB. Donc là, on est en train de faire valider les comités auprès du ministère. Et dans un autre temps, on aimerait créer un recueil avec toutes les retours d'expérience qui ont été faits sur les utilisateurs des protocoles. Donc plutôt Roméo et Ligero, qui aussi d'autres ont déjà appliqué les protocoles sur le territoire, pour que les gestionnaires qui veulent se lancer, ils puissent avoir un même document pour avoir beaucoup de retours d'expérience et s'ils ont des problématiques que d'autres ont pu avoir, ça peut les aider à se lancer dans la démarche. Voilà. Il y a encore un... Non, on est au bout de notre Ok. présentation et je pense qu'on pourra éventuellement répondre à des questions si on Oui, a plus tard dans la pendant le temps session de d'échange. discussion. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Voilà, donc je vais lancer ma présentation. Je pense qu'elle s'affiche. Voilà. Hop. Juste un petit contrôle. Tout va bien. Oh, ouais, super. Eh ben, il est temps de vous présenter Bimbap. Voilà. Ça a mis en bouche avec tout ce qui a précédé. Ben, nous voici au moment de présenter la boîte à outils Bimbap, donc qui est la boîte d'indicateurs de suivi des milieux humides pour le bassin Artois-Picardie. Voilà ce que signifie Bimbap. Alors, ça ne défile pas. Voilà, c'est bon. Alors, juste quelques mots rapidement sur le Forum des marins atlantiques qui a accompagné voilà, cette réflexion autour de Bimbap. En fait, on est mobilisé au niveau du forum depuis 2015. En fait, c'est lié aussi à l'accompagnement que le Forum des marins atlantiques a pu proposer sur une autre boîte à outils qui est l'IGERO. Et voilà, ce savoir-faire, cette compétence étant reconnu, il y avait un besoin semblable sur le bassin Artois-Picardie, donc on apporte un appui sur ce territoire. Donc le forum, c'est un syndicat mixte depuis 2000 qui est un pôle relais, zone humide littorale atlantique, Manche-Mer du Nord, avec une antenne à Saint-Omer, avec des objectifs stratégiques, intermédiaires et opérationnels. Voilà, je ne m'étale pas là-dessus, mais peut-être juste sur le côté d'animer, justement, de favoriser des échanges, des journées techniques, des colloques, voilà, qui renvoient un petit peu à ce que l'on organise aujourd'hui. Alors, hop, je vais juste un petit réglage de fenêtre qui m'embête un peu plus. Alors, ça reprend un petit peu ce que on évoquait dans la présentation de Méo, à savoir que Bimbap n'est pas une démarche isolée, mais il s'agit bien du prolongement finalement de démarches qui ont été portées sur d'autres bassins, donc en premier lieu Roméo, Rhône-Méditerranée, et puis l'IGERO dont je parlais un instant sur Loire-Bretagne, et vous avez l'acronyme Bimbap, point d'indicateur milieu humide, bassin Artois-Picardie. On le répétera beaucoup aujourd'hui, mais comme ça rentrera bien dans les mémoires. Alors, dans la construction de Bimbap, il y a eu des réflexions au départ sur sa vocation finalement, et il est ressorti que ce serait une boîte vraiment vouée à suivre, évaluer les travaux de restauration. Au-delà d'évaluer les sites, c'est d'abord une évaluation des travaux pour savoir si les travaux financés fonctionnent et s'ils produisent leurs effets. Donc, vous l'avez compris, Bimbap est finalement
un petit peu la petite sœur des boîtes à outils Ligero et Romeo. Vous avez un visuel ici. Alors, pour bien resituer, pourquoi BIMBAP finalement, pourquoi on a déployé cette boîte à outils? Comme je viens de le dire, c'est d'évaluer d'abord l'impact des travaux effectués en milieu humide pour le Barsoin Artois-Picardie. C'est important de savoir si les travaux que l'on mène fonctionnent ou s'il y a des ajustements à proposer. C'est surtout important de disposer d'une boîte d'indicateurs communs parce que des suivis, il en existe parfois beaucoup, voilà, de manière parfois très localisée, très dispersée. Et là, voilà, on peut proposer une boîte d'indicateurs communs, harmonisée pour le suivi de travaux en milieu humide. Donc, cette boîte à outils, elle se destine d'abord aux maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vont conduire des travaux de gestion des milieux humides, que ce soit dans le public ou des privés, et surtout, au-delà du caractère technique de ce que l'on peut vous présenter aujourd'hui, la finalité ultime, c'est bien de préserver les milieux aquatiques, de faire en sorte que les actions que nous menons portent leurs effets et que nos milieux qui nous sont chers, nos milieux aquatiques, les humides et les fonctions qu'ils assurent soient gérés durablement avec les écosystèmes. C'est vraiment la finalité de pouvoir préserver ces milieux. Alors, il est important d'insister là-dessus. C'est un travail qui a démarré déjà depuis plusieurs années, mais un travail collectif. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais en tout cas, voilà, vous avez un aperçu assez général de toutes les structures qui ont participé à un moment ou à un autre ce déploiement de BIMBAP, aux réflexions, à la construction, à l'élaboration des indicateurs. Donc, elles se reconnaîtront et les spectateurs ici présents ont aperçu les gens qui ont contribué, toutes ces structures. Et surtout, on est très heureux, depuis peu, Estelle le rappelait, de figurer au sein de l'Agence régionale de la biodiversité, cette jeune agence, mais c'est une vraie reconnaissance pour BIMBAP que d'être un outil reconnu dans le cadre de cette ARB. Alors, on va ouvrir la boîte. Comment ça se présente BIMBAP? Vous allez avoir deux éléments. Un guide de présentation générale qui vous permet de bien comprendre déjà la notion d'indicateur. Qu'est-ce qu'on entend par un indicateur? De rappeler qu'il s'agit d'une boîte qui vise à évaluer les travaux en milieu humide, mais de se poser les bonnes questions dans le choix des indicateurs. Et donc, il y a un petit tableau d'aide à la décision du choix des indicateurs qui est dans cette présentation générale et puis la présentation de l'ensemble des indicateurs que vous retrouverez dans un deuxième document qui est une compilation des fiches indicateurs. Donc, nous allons vous diffuser dans un premier temps les fiches, la présentation globale pour que vous puissiez, dans un premier temps, appréhender voilà, l'esprit de BIMBAP et le contexte dans lequel cette boîte s'inscrit. Et puis, voilà, dans quelques jours, la boîte et les indicateurs sont disponibles. Il y a une petite relecture, une dernière relecture en cours, mais on pourra la diffuser très rapidement. Voilà. Alors, si on ouvre la boîte, donc les indicateurs, les voici. Les indicateurs en vert sous la codification IO, ce sont en fait les indicateurs communs avec MEO. François vous a présenté certains de ces indicateurs, et donc on a réussi à reprendre des indicateurs qui sont communs avec MEO et qui vont permettre justement de comparer à différentes échelles nationales. Voilà, sur la base de protocoles standardisés, de comparer les indicateurs mis en place. Donc l'indice floristique d'engagement, la dynamique hydrologique de la nappe, l'indice floristique de fertilité du sol, l'intégrité du peuplement d'Odonate, ils sont communs à MEO. Et puis, il y a aussi des indicateurs propres au bassin Artois-Picardie. L'indicateur CIRF-the-Net, qui vise à étudier les CIRF, l'indicateur hétérocère, et l'indicateur composite des coléoptères aquatiques des mares, l'ICOCAM. Donc ça, ce sont des indicateurs propres au bassin. Et c'est là
où BIMBAP et l'articulation qu'on vous a présentée précédemment est intéressante, c'est que finalement, ce sont des démarches qui se nourrissent mutuellement. BIMBAP est inspiré de MEO avec des protocoles communs et partagés. Et réciproquement, il y a des démarches qui sont lancées au niveau du bassin et qui permettront peut-être demain d'alimenter des réflexions sur le déploiement d'indicateurs au-delà du bassin, partout en Picardie. Donc voilà, ce sont vraiment des démarches qui se nourrissent. Et puis, il y a des indicateurs encore en cours de développement. L'IVP, l'indicateur valeur patrimoniale de l'avifaune, voilà, qui est en cours de test, d'évaluation. Donc ça, c'est des perspectives. Et il y a un indicateur pédologie commun à MEO qui est en cours de test aussi avec les partenaires du Conservatoire des espaces naturels. Et puis les amphibiens, il faut bien le reconnaître, nous n'avons pas de cortège suffisamment étoffé dans les Hauts-de-France, donc bon, cet indicateur amphibien n'a pas pu être développé à l'échelle de BIMBAP. Alors, l'indicateur, voilà, les indicateurs, en gros, on va se poser quelques questions fondamentales. Hein. L'indicateur vise à répondre à la question « Qu'est-ce que je mesure ?» Une fiche indicateur, voilà, une fiche indicateur qui présente les processus, la fonction suivie, le domaine d'application, tout seulement certains milieux humides. Les fiches indicateurs vont vous présenter aussi les protocoles, comment je mesure, donc une fiche qui présente la méthode de récolte de données, le plan d'échantillonnage et les compétences nécessaires, parce qu'effectivement, étudier les indicateurs sur les odonates ou sur la flore, ça renvoie quand même à un minimum de connaissances. Et puis, chaque fiche est accompagnée d'une fiche de terrain, voilà, sur laquelle on peut reporter à l'écrit les données qu'on aura relevées. Et puis, chaque fiche est documentée d'un aspect sur l'analyse et l'interprétation, en gros. Comment je calcule la valeur, et surtout, ce qui est important, mais les présentations qui vont suivre montreront très bien, comment j'interprète les données qui ont été récoltées. Voilà. Alors, les fiches indicateurs en avant-première, hein, vous allez avoir une fiche simplifiée pour chaque indicateur. Donc, ces fiches simplifiées doivent vous permettre de voir en un coup d'œil, j'ai envie de dire, et en deux coups d'œil, si c'est un peu, mais en tout cas sur une page, d'avoir un aperçu global de l'indicateur. Ça doit vous permettre de faire le choix de l'indicateur que vous allez retenir dans le cadre du suivi de vos travaux. Et puis, une fois que vous avez cet aperçu d'ensemble, vous avez la fiche détaillée qui prolonge cette fiche simplifiée, qui là va vraiment dans le détail de ce que j'ai exposé précédemment, c'est-à-dire le protocole, c'est-à-dire la mise en œuvre, c'est-à-dire les étapes, le processus qui permettent de déployer cet indicateur sur vos sites respectifs. Donc voilà, une fiche simplifiée en une page, et puis des fiches détaillées où là, vous pouvez vraiment aller dans le fond de l'indicateur pour bien le comprendre dans son élaboration et sa construction. Donc, ces fiches indicateurs, comme je le disais, sont constituées de fiches terrain. Ici, par exemple, une fiche de relevé de terrain ICOCAM. Et on l'espère aussi que tout cela sera accompagné d'un outil qu'on appelle une calculette familièrement. Alors là, j'ai repris la calculette Ligero que le FMA a accompagné dans le déploiement, qui n'est plus ni moins un outil de saisie, un portail dans lequel vous rentrez des valeurs, des données sur les sites en question, la localisation des transects, voilà, les coordonnées des données météo, et puis aussi les données de terrain relevées sur vos espèces ou sur vos protocoles. Et donc, ces calculettes doivent permettre des représentations graphiques, mais vous aurez des très belles représentations sur les présentations suivantes de ce que justement les analyses peuvent donner. Donc, on va vous diffuser un petit lien vers une vidéo de présentation de la calculette Ligero qui est très parlante. Vous pourrez la consulter à l'issue du webinaire et ça vous donnera vraiment une idée de quel est le fondement d'une calculette et quelle sera la plus-value dans le cadre du déploiement de BIMBAP. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous donnera l'envie d'utiliser BIMBAP et de toute façon, on va vous accompagner
tout au long des mois à venir pour faciliter le déploiement de cette boîte et de ces indicateurs. Donc, j'arrête mon partage et nous avons quelques dernières présentations. Donc, je passe la parole à Quentin pour vous permettre de mieux comprendre encore un peu plus dans le concret, dans l'application, puisqu'il y a des tests qui ont été faits dans les Hauts-de-France, en quoi tout cela va consister. Et je vous dis à très vite pour le temps d'échange à l'issue des présentations de Quentin et de Jérôme. Bien, bonjour à tous, donc Quentin Maresco du Conservatoire d'Espaces Naturels Hauts-de-France. Donc nous, au Conservatoire, on a accompagné aussi cette démarche BIMBAP depuis 2015 en testant les indicateurs existants issus de Roméo notamment, et du coup en proposant aussi d'autres indicateurs. Je vais partager mon écran. Est-ce que le partage d'écran fonctionne bien? Ouais. Alors du coup, moi, l'objectif de ma présentation, c'est un peu de vous présenter l'intérêt des indicateurs BIMBAP du point de vue d'un gestionnaire d'espaces naturels, la philosophie de ces indicateurs et puis un exemple de mise en œuvre, comment on peut mettre en place un suivi sur un site. Donc, pour vous rappeler, les objectifs des indicateurs BIMBAP dont Sébastien nous a parlé, c'est vraiment de suivre et évaluer l'efficacité des travaux de restauration des milieux humides. Mais du point de vue du gestionnaire, il y a aussi l'intérêt de suivre et d'évaluer l'état de conservation des fonctions des milieux humides, donc d'évaluer la trajectoire globale d'un site. Mais de toute façon, pour de l'évaluation de travaux, ce qui est important, c'est de suivre et comprendre la trajectoire avant et après travaux de restauration. Et ce qui est intéressant dans ces indicateurs, c'est qu'ils permettent d'avoir une double évaluation, une évaluation à l'échelle locale, donc au niveau du périmètre rapproché immédiat des travaux, mais aussi une évaluation à l'échelle globale au niveau du périmètre éloigné, voire de l'hydrosystème. Donc pour analyser l'impact direct de travaux sur un milieu, généralement des travaux de restauration visent à restaurer une fonction principale, mais la restauration de cette fonction principale peut bénéficier à d'autres fonctions, donc des fonctions écologiques, hydriques ou biogéochimiques. Par exemple, des travaux de suppression de drainage d'une zone humide. L'objectif premier, ça va être de rétablir la dynamique hydrologique de la nappe, par exemple, et le cycle de l'eau. Mais à terme, ces travaux vont aussi favoriser d'autres fonctions, donc des fonctions biogéochimiques en améliorant, par exemple, la rétention des matières en suspension, voire l'épuration de l'eau, mais aussi des fonctions écologiques en attendant une meilleure richesse biologique, par exemple. Donc au niveau, pour bien vous présenter cette philosophie des indicateurs, donc vous avez par exemple sur le schéma là, une trajectoire d'un milieu humide, avec en haut le suivi de l'état global du site et en bas le suivi de la zone restaurée. Donc un préalable très important et à bien avoir en tête avant tout, avant de mettre en place ces indicateurs, c'est d'avoir un diagnostic du site. Donc dans quel état actuel est mon site, dans quel état on voudrait qu'il soit, et donc de bien choisir ses objectifs de restauration. Donc pour nous, au Conservatoire d'espaces naturels, on fait ça dans le cadre des plans de gestion. Et au niveau pour faire le lien avec les indicateurs BIMBAP, c'est de bien cibler la fonction ciblée de la restauration. Donc si on cible une restauration hydrologique, physico-chimique ou une restauration de la biodiversité. Une fois qu'on a bien ciblé notre objectif, on va émettre des hypothèses sur l'impact des travaux de restauration sur l'évolution des milieux. On va bien choisir les fonctions qu'on va suivre et du coup, bien choisir les indicateurs et les protocoles qu'on va mettre en place. Et aussi avoir en tête les méthodes d'interprétation qu'on souhaitera réaliser une fois qu'on aura fait les suivis avant et après travaux. Donc ça, c'est l'état initial. L'état initial, donc c'est le premier, la mise en place des indicateurs avant tout travaux de restauration. Donc ça, c'est bien important de l'avoir en tête, hein, qu'il faut, par exemple, souvent les travaux, ils se font en période automne-hiver, mais bien avoir en tête qu'en amont, au printemps-été de l'année 0, il faut bien avoir été sur le site, relever les différents paramètres.
Donc, ce qui est intéressant aussi dans ces indicateurs, c'est que on peut à la fois suivre l'état global du site et le suivi de la zone restaurée avec les mêmes protocoles et avec des pas de temps différents. Par exemple, pour le suivi de l'état global d'un site, on peut choisir un pas de temps tous les 5 ans et on peut imbriquer dedans le suivi de la zone restaurée de manière beaucoup plus poussée. Donc, par exemple, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Schématiquement, voilà ce que ça peut donner. Donc, on a une zone humide qui est représentée par le grand polygone vert clair, avec un cours d'eau qui a été recalibré. Et donc, on peut déjà mettre en place ces suivis d'indicateurs sur le long terme. Donc là, par exemple, on a positionné 2 transects. On va suivre l'état de la zone humide dans le temps. Entre-temps, on a défini des travaux de restauration. Et une fois que ces travaux ont été définis, on va pouvoir réutiliser les placettes qui ont été définies pour l'évolution de l'état global de la zone humide, qui vont pouvoir être utilisées à la fois pour des travaux de restauration, et on peut compléter le plan d'échantillonnage sur des zones un peu plus spécifiques. Donc là, par exemple, les travaux de restauration, on avait, vous voyez le trait vert qui était tout droit au début de la zone, au début à T-10 par exemple. Et après travaux de restauration, il y a eu un reméandrage. Et donc, on cible un peu plus précisément la zone hypothétique qui aurait fait des effets travaux. Donc, un exemple sur un site naturel sur lequel on a mis en place cet indicateur. Donc là, on est dans la vallée de l'Acon. C'est un affluent de la vallée de la Somme. Donc, vous voyez la vallée de la Somme là, qui est sur la droite de la diapo, avec la zone humide qui est représentée en bleu et le cours d'eau qui a été vraiment avec un tracé assez rectiligne, notamment dans sa partie aval. Donc, on a un cours d'eau qui a été rectifié avec un effet drainant. Et donc, nous, l'objectif dans le plan de gestion, ça va être le maintien du patrimoine naturel lié à la zone humide. Mais le sous-objectif lié à la zone humide, ça va être d'améliorer l'engorgement de la zone humide, en considérant qu'en améliorant l'engorgement, on va maintenir le patrimoine naturel. Donc, la fonction visée au niveau, ça va être une fonction hydrologique du cours d'eau. On prévoit de rectifier la morphologie de ce cours d'eau en améliorant sa sinusoïté, en améliorant la profondeur et la largeur du cours d'eau pour permettre une meilleure circulation de l'eau dans la zone humide. Et donc, l'exemple que je vous présente là, c'est sur l'indice floristique d'engorgement. Donc, le principe général, c'est de répartir des placettes qui vont en traversant le plus d'habitats naturels possible. Donc, suivant les besoins, on peut mettre des placettes ponctuelles en plus. Donc, généralement, ces placettes, on les place sur des transects, mais on peut rajouter des placettes à côté. Et notamment, quand on veut mieux évaluer l'effet des travaux, rajouter un transect, par exemple, dans une zone de travaux, comme vous avez pu le voir sur le schéma précédent. L'idée, c'est d'avoir un échantillonnage le plus standardisé possible. Donc, l'intérêt de ces transects, c'est qu'on va pouvoir identifier un point de départ et un point d'arrivée sur lesquels on va pouvoir retourner à pas de temps égaux. Et on va répartir ces placettes de manière régulière, donc en définissant une longueur de 20 à 50 mètres, par exemple. Et ces transects, pour qu'ils soient le plus représentatifs possible de la diversité des milieux, on va les placer selon un gradient topographique. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait sur la vallée de l'Acon, donc vous voyez le gradient altitudinal avec le drainage de la zone humide lié au cours d'eau qui a été rectifié. Et donc, on a placé des transects perpendiculaires à ce cours d'eau régulièrement tout au long de la vallée. Donc ça, c'est le protocole d'échantillonnage, les placettes avec des relevés flore. Et l'indicateur floristique d'engorgement, pourquoi il est intéressant à utiliser? Parce que les végétaux sont contraints par la présence de la nappe d'eau. Chaque espèce va avoir une niche écologique liée à l'humidité du sol. Donc, il y a des valeurs indicatrices qui ont été définies, notamment par Ellenberg en 92 pour chaque espèce. Donc, chaque espèce va être considérée comme soit une espèce aquatique, soit comme une espèce xérophile, par exemple. Et pour le bassin Artois-Picardie, le Conservatoire botanique a réévalué un peu ces indicateurs-là pour bien les adapter au contexte régional. Donc ici, les végétaux sont utilisés pour évaluer le niveau de nappe. Donc sur chaque placette, on va faire la liste des espèces en présence
et on va définir un niveau de recouvrement pour ces espèces. Et l'indicateur, c'est tout simplement la moyenne des valeurs indicatrices de chaque espèce pondérée par le recouvrement de ces espèces. Donc, on va avoir une moyenne, un indice d'engorgement par placette. Et après, on peut utiliser la moyenne des placettes par transect et la moyenne des placettes pour le site, qu'on va pouvoir suivre sur le long terme. Donc, voilà ce que ça donne sur ce site-là, les différentes valeurs indicatrices de l'indice d'engorgement pour chaque placette. Donc, c'est des valeurs qui vont varier ici de 2,5 à 4,42, je crois, pour le maximum. Donc, on voit bien aussi au niveau interprétation de ces valeurs que plus on est en aval du cours d'eau, plus l'engorgement est fort. Voilà, donc donc là, pour l'instant, les travaux n'ont pas encore été effectués sur ce site-là. Et donc, du coup, on va pouvoir suivre après, dans le temps, comment va varier cet indice d'engorgement du sol et puis faire des tests statistiques pour vérifier si les différences observées sont significatives. Et ben, là-dessus, je vais laisser la parole à Jérôme, mon collègue du SEN Rhône-Alpes-Savoie, qui va vous présenter justement comment bien interpréter ces valeurs-là et comment on peut vérifier la significativité à pas de temps, entre différents pas de temps, pardon. Jérôme, je te laisse la Oui, parole. Je enlève mon partage d'écran. Alors, voilà. alors vous êtes loin géographiquement, mais je suis bien du Seine-Savoie. Mais bon, je parle aussi pour le Seine-Rhône-Alpes, puisque c'est des choses qu'on a travaillé ensemble. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ces retours d'expérience. Alors, pour l'écran, c'est bon, je pense. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est une démarche qui a démarré dans le bassin il y a plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, ça nous permet de vous présenter ces calculs et ces interprétations. Alors je vais aller un peu vite au départ parce que les choses viennent de nous être évoquées, hein. Les deux cadres d'évaluation, l'évaluation de l'état sur les zones humides, où là dans le protocole, on a un passage tous les 5 ans. Toujours avec cette hypothèse d'évolution du milieu en lien avec les fonctions. Et je vais vous présenter aussi des cas avec du suivi de la restauration, où là, ben justement, on a emboîté les protocoles et les placettes de relevé pour pouvoir interpréter l'effet de la restauration. Je vais vous présenter différents cadres d'études, des cadres où on a travaillé sur un seul indicateur et d'autres sur lesquels on a fait de la multi-indication. C'est-à-dire qu'on a combiné des indicateurs de la boîte à outils. Et à différentes échelles d'analyse aussi, puisque ces indicateurs peuvent être utilisés à l'échelle d'un site, ce qui était présenté précédemment, mais on peut aussi envisager pour une collectivité de travailler à l'échelle d'un territoire. Donc, je vous présenterai ce résultat. Alors, on va commencer par le suivi de l'état écologique d'un site, le cas du marais de Saint-Jean-de-Chevelu, en Savoie, où je vous présente les résultats des indicateurs liés à la flore. Alors, voilà, je vais vite parce que je reprenais également la notion de valeur diagnostique et d'espèces indicatrices. Et des indicateurs liés à la nappe, où là, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être en commun parce que l'un des indicateurs liés à la flore qui va s'intéresser à l'humidité de la zone humide à travers la flore et l'autre qui mesure directement le niveau de la nappe. Et je vais vous présenter aussi par le menu, c'est-à-dire comment on a mis en place le protocole, comment on a saisi et calculé les métriques et comment on analyse aujourd'hui les évolutions. Alors, l'univers d'échantillonnage, ben, c'est l'ensemble de la zone humide. Là, on est sur l'évolution d'un état global et vous voyez que les transects sont répartis et couvrent à peu près tous les habitats et tous les milieux de la zone humide pour la flore, avec un principe, celui de l'opérationnalité,
qui fait que pour faire ces relevés, on passe en moyenne 1 jour par site, et ce qui nous permet de faire 10 à 25 placettes. Voilà. Donc on a dans la boîte à outils pas des critères, mais des exemples en fonction du nombre d'habitats, de la taille de la zone humide, le nombre de relevés et la densité de placettes à l'hectare que ça peut représenter. Je le reprécise parce que la boîte à outils là-dessus donne beaucoup d'exemples pour faciliter la mise en œuvre. Et donc sur ce site de Saint-Jean-de-Chevelu, avec un passage tous les 5 ans, ça représente aujourd'hui en 10 ans 3 jours de terrain. Voilà. Donc ça reste un effort et un coût qui est relativement modeste pour en tirer des informations très intéressantes sur l'évolution du milieu. Pour la piézométrie, on a équipé le site avec une seule sonde automatique qui permet de collecter 365 valeurs journalières par année de suivi. La représentativité, on voit bien qu'avec la flore, on arrive à couvrir à peu près tous les habitats et une grande fraction de l'espace, et donc on a aussi dans la boîte à outils des éléments qui permettent de s'assurer ou de donner des recommandations pour s'assurer de la bonne représentativité des mesures. Pour la piézométrie, on a aussi des éléments qui indiquent qu'on va chercher une partie plutôt centrale. Alors, c'est très qualitatif. Il faut savoir que dans le cadre du projet Roméo, quand on a testé et mis en place cette boîte à outils, on avait équipé les sites avec plusieurs sondes et plusieurs piézomètres pour bien s'assurer que quand on mesurait en un point du site, on avait une valeur qui était représentative de l'ensemble. Et sur ce site-là, les niveaux de corrélation entre les différents piézomètres étaient très bons. Donc, on a laissé une seule sonde au final. Et c'est pour ça que dans la boîte à outils, on propose d'équiper avec une seule sonde piézométrique. Les données, une fois collectées et saisies sur le terrain, rentrent dans la calculatrice. Alors, il y a différentes calculettes. Il y a une calculette Ligiro, il y a une calculette Méo. Il n'y aura qu'un seul outil à l'avenir. Là, je vous présente la calculette qui était développée dans le cadre de Roméo, dans lequel on rentre des informations générales sur la zone humide et son contour. On rentre les données brutes. Donc, c'est un outil qui permet la saisie ou l'import de données, qui permet, une fois que ces données sont saisies ou importées, d'être sauvegardées avec un format adapté pour le calcul des valeurs indicatrices. C'est un outil qui permet donc de calculer les métriques, les valeurs indicatrices, et toutes les valeurs qui sont nécessaires à l'interprétation. Ces données, on peut les sauvegarder aussi. Et c'est un outil qui permettait aussi, à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, de partager ces résultats, de les envoyer vers une base de données où tous les gestionnaires et tous les acteurs qui ont mis en place ces démarches de suivi et d'évaluation pouvaient transmettre leurs données pour une analyse plus globale, voilà, sur la base du volontariat. Alors, les principes de calcul des valeurs, ça a été évoqué pour la flore, hein. C'est une valeur, je vais aller donc encore plus vite que je l'avais prévu. Valeur de diagnostic d'engorgement calculée à l'échelle de la placette sur la base des valeurs indicatrices de Langdolt dans le bassin, et du recouvrement qui permet de calculer une note d'engorgement, une note indicatrice, soit en présence-absence ou avec recouvrement. Aujourd'hui, les deux sont possibles et la calculette permet de sortir les deux notes. Et ensuite, ces notes qui sont calculées à l'échelle de placette sont agrégées à l'échelle du site par la valeur médiane. Tout ça, c'est inclus dans la calculette. Pour les niveaux de nappe, on a les 365 valeurs annuelles et on fait une représentation de la distribution des valeurs en calculant la valeur médiane, l'espace interquartile et les niveaux, les profondeurs minimales et maximales de la nappe. Et on s'autorise le calcul jusqu'à, si on a bien sûr les 365 valeurs, mais même s'il manque 10% des valeurs, voilà, de l'année. Donc,
Venons-en donc à l'analyse des tendances et des évolutions. Alors, je vous présente le cas sur ce marais, donc pour la flore. À partir de 3 campagnes de relevé, c'est-à-dire 10 ans, on peut analyser les données. Pour la flore, on a estimé dans le projet, sur la base de différents tests, qu'il y avait une erreur qui était possible sur la note qui était équivalente à 0,3 ou 0,4, qui pouvait être liée à une différence d'observateur ou à un problème de relocalisation des placettes. Et pour la flore, on a des outils de validation aussi, des tests statistiques qui sont proposés pour l'indicateur d'engorgement, pour l'indicateur de fertilité et pour l'indicateur de conservatisme, qui en fait analysent si nos distributions de valeurs sont similaires d'une date à l'autre et donc si la valeur médiane a bien un sens, et si on peut bien comparer les valeurs médianes. Donc tout ça, c'est dans les annexes de la boîte à outils. Pour la piézométrie, on analyse la tendance d'évolution après 5 années complètes de mesure, tout simplement en construisant une droite de régression linéaire sur les niveaux médians de la nappe, et on regarde la pente de la droite en sachant qu'on peut utiliser aussi des outils comme le coefficient de détermination pour voir si ces valeurs médianes de la nappe s'alignent bien avec la courbe, et donc voir la fiabilité de la courbe. Donc là, on rentre dans les outils et les propositions d'analyse statistique des métriques. Ça nous donne donc sur le marais de Saint-Jean-de-Chevelu, pour l'indice d'engorgement, une évolution entre 2010 et 2019 qui semble sur 2019 un peu plus marquée, avec une évolution positive, mais qui est en limite du seuil de significativité. Les 2 barres que vous voyez en haut et en bas, en fait, sont les erreurs empiriques de 0,3. Donc, sur la flore, c'est pas totalement significatif. Par contre, sur la piézométrie, c'est assez marqué et assez significatif. Vous avez ici une représentation de l'évolution des distributions de la nappe sur la période 2011-2018. Donc, une évolution positive d'un point de vue hydrologique sur ce marais. Sur la fertilité du sol, vous voyez que on a une évolution là qui est aussi forte, avec une augmentation des valeurs de fertilité du sol, que nous, on interprète comme une tendance à l'eutrophisation, avec une diminution de la présence d'espèces méso-oligotrophes, pardon. Donc là, on passe dans l'interprétation de l'analyse de la métrique au relevé, pour aller chercher dans les relevés des espèces et une compréhension sur ce qui se passe sur le site. Et une évolution en termes de qualité floristique et de conservatisme qui montre que le milieu a tendance à se stabiliser, c'est-à-dire qu'on a une hausse du coefficient de conservatisme, ce sont les points orange, et parallèlement une diminution de la qualité floristique, donc le conservatisme augmente, la banalisation du milieu aussi, avec des espèces qui viennent un peu monopoliser l'espace, comme le cladium et les phragmites. Voilà. Donc une évolution qui, pour le gestionnaire, n'est pas forcément très positive d'un point de vue de la biodiversité, même si d'un point de vue hydrologique, la situation est plutôt bonne. Donc, voilà un premier exemple sur l'évolution de l'état écologique d'un site pour un gestionnaire qui mettrait en œuvre plusieurs indicateurs combinés. Je vous présente maintenant un deuxième cas, qui est celui de la double évaluation, en fait, sur la restauration du marais de Chautagne. Donc, site sur lequel on avait déjà mis en place et on met en place et on continue à mettre en place un suivi de l'état global avec un certain nombre de placettes, et pour lesquelles
on a conduit un projet et donc sur lequel on a rajouté de nouvelles placettes pour le suivi d'une parcelle sur lequel on a effacé un réseau de drainage. Donc, en rouge, c'est cette parcelle de 60 hectares sur lequel on avait de la maïsiculture pendant 30 ans, avec des drains qui étaient très resserrés, tous les 15 à 25 mètres, et sur lequel on a conduit un projet avec du terrassement, 50 000 mètres cubes de matériaux tourbeux qui ont été terrassés pour effacer le réseau de drainage, et une revégétalisation avec des semis de graines locales. Et donc sur cette parcelle, on a mis en place des placettes de relevé. L'année avant travaux et depuis, on continue les suivis. Et on a un dispositif qui était à l'échelle de la zone humide, sur lequel la zone en violet, sur lequel on avait aussi des placettes, et pour lequel, pour l'instant, on a 2 campagnes de relevé. Et bientôt, on en aura une 3e. Donc, c'est 59 placettes à l'échelle du Marais et une centaine de placettes, 98, à l'échelle de la zone restaurée. Donc, les résultats en termes d'effet sur la nappe de la zone restaurée et globalement sur les indicateurs, je vous les présente à partir de la flore. Donc sur la parcelle restaurée, sur la flore, on voit que on a une évolution négative de l'engorgement, plutôt positive parce qu'on sur ces milieux, on voudrait que l'indice de fertilité diminue avec le temps et une amélioration de la qualité floristique. Alors pour l'instant, on est sur 3 campagnes de relevé, on a resserré les pas de temps. Je vous présente et je vous en fais une analyse, mais c'est un peu juste. On attendra la campagne 2023 pour mieux analyser les tendances. Simplement, je vous ai dit, on a restauré l'hydrologie. Et vous voyez sur ce graphique que la note d'engorgement diminue. En fait, c'est un peu un biais de notre stratégie d'échantillonnage. Sur la campagne 2019, à l'échelle du Marais, la note était de 7,23, ce qui est un peu notre note d'objectif. Et sur la parcelle, on était de 7,43. En fait, dans notre stratégie d'échantillonnage, on a fait des relevés dans les fossés de la parcelle cultivée et en dehors dans les interdrains. Et donc, toutes les notes liées à la flore dans les fossés, puisqu'on était semi-aquatique, sont très fortes. Donc en fait, le premier effet de la restauration et qu'on voit dans ce graphique à travers les différentes modalités qu'on avait sur la parcelle liée à la restauration, des zones où on a comblé des fossés, des zones où on a décapé le sol, des zones où on a lissé le sol, des zones où on a créé des milieux aquatiques et des zones témoins. Vous voyez que en fait, on a une redistribution totale des valeurs diagnostiques dans ces placettes et en fait, on est typiquement dans le cas où statistiquement, la distribution des valeurs est pas complètement interprétable entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer et ce qui se passe après, puisqu'en fait, avant travaux en 2019, puisqu'on avait des placettes qui étaient dans les fossés, on a une distribution qui est bimodale des valeurs diagnostiques. Et donc, finalement, la note médiane n'est pas totalement interprétable et comparable entre ce qui se passait avant ou après. Donc, tout ça, c'est des outils et des choses qui sont décrites dans la boîte à outils sur la façon d'interpréter. Simplement pour vous l'illustrer avec la dynamique de la nappe, la tendance, elle est bien positive et significativement positive entre ce qui s'est passé avant et après. On avait un suivi 2017-2019 qui était avant travaux, avec des niveaux médians de la nappe autour de 45 cm. Et on a aujourd'hui un niveau médian de la nappe qui est passé à 10 cm de profondeur. Donc, on a bien eu un effet de plus 35 cm sur les niveaux de la nappe. Voilà. Donc là, on a aussi une combinaison de ces indicateurs et on attendra avec attention les prochaines campagnes à l'échelle du Marais et à l'échelle de la parcelle pour voir si les notes d'engorgement liées à la flore se rapprochent. Dernier exemple lié à une analyse au niveau d'un territoire. Sur le territoire de Grand Lac, Grand Chambéry, on est plutôt dans une démarche d'un suivi d'un plan d'action en faveur des zones humides et d'une logique d'observatoire de l'état des zones humides. C'est 211 zones humides sur le territoire, 52 ont été définies comme des zones humides prioritaires et 32 comme des zones humides remarquables sur lesquelles les zones humides remarquables, elles doivent être préservées.
et les prioritaires, elles doivent être restaurées. Donc, on a déployé les indicateurs de la boîte à outils sur 17 zones humides qui sont un peu nos thermomètres de ce qui se passe sur le territoire. Et depuis 2010, on a 2 à 3 campagnes de relevés avec des indicateurs flore sur les 17 zones humides, la piézométrie sur 8 d'entre elles et l'indicateur odonatologique sur 12 d'entre elles. Alors, je vous présente une manière dont on peut aujourd'hui lire les résultats. La difficulté sur un territoire comme celui-ci, c'est que finalement, on n'a pas forcément des campagnes qui sont sur les mêmes années et on n'a pas forcément le même nombre de campagnes de relevés sur toutes les zones humides. On n'a que 5 zones humides pour lesquelles on a 3 campagnes. Alors, on pourrait imaginer faire une moyenne des valeurs diagnostiques par année pour ces 5 zones humides. Sauf que ça n'a pas véritablement de sens. Je vous l'ai fait quand même, mais on a été à 7,25 sur ces 5 zones humides et on passe à 7,18. On est en dessous de nos seuils de significativité. Et finalement, on n'utilise pas tout ce qu'on a déployé comme campagne de relevé. Alors, on pourrait le faire sur 2 campagnes. On a dit que dans la boîte à outils, on a analysé à partir de 3, mais on est tenté de le faire sur 2 campagnes, mais c'est pareil, ça donne pas quelque chose qui est très significatif. Donc, l'une des autres options qu'on propose d'analyser sur ce territoire, c'est de regarder à l'échelle de chaque zone humide ce qu'il se passe. Donc, on a des zones humides sur lesquelles l'évolution des valeurs n'est pas significative, donc on est stable. Des sites sur lesquels l'évolution est significative, les flèches en vert, et des zones humides sur lesquelles l'évolution est significativement défavorable. Et on peut regarder à l'échelle de ces 17 zones humides les proportions. On a 21% des zones humides sur lesquelles l'état s'améliore, 58 sur lesquelles ça ne bouge pas pour l'instant et 17 sur lesquelles ça se dégrade. Donc là, c'est une des façons aujourd'hui où l'utilisation de ces métriques et de ces indicateurs dans une logique d'observatoire de l'état des zones humides. Voilà, je vous remercie. Et sur ces quelques retours d'expérience de la mise en œuvre de ces indicateurs MEO. Merci beaucoup, Jérôme et Quentin. Ton écran est toujours en cours de partage. Voilà, super. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, quand on vous écoute, c'est le ressenti que j'ai. On a l'impression que vous faites parler les zones humides. En fait, vous leur faites dire ce qu'on a besoin de savoir sur voilà, leur état de santé, sur l'efficacité des travaux. Et vos présentations étaient vraiment très intéressantes. Alors, en ce qui, pour la question de parler, justement, on va donner la parole. On va donner la parole à nos spectateurs que j'espère on n'a pas perdu parce que vous avez vu, on est parti du général vers des choses de plus en plus techniques. Donc, on espère que vous êtes toujours là et pour bien le vérifier, on va se donner un petit temps d'échange. Alors, il y a des mains qui ont été levées, il y a des questions qui sont posées dans le chat. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Il n'y en a pas énormément et on se donne une petite dizaine de minutes pour y répondre. En premier lieu, nous avions Hubert. Hubert, donc si tu nous entends, Hubert, ou si vous nous entendez, Hubert, voilà, Hubert avait levé la main en début de webinaire, donc on va ouvrir le micro parce qu'il n'y avait pas de questions posées dans le chat. Nous vous écoutons, Hubert. Le micro est activé. Nous n'entendons pas Hubert. Alors peut-être qu'il a levé la main en faisant une mauvaise manip. Hubert, donc si vous nous entendez, on va peut-être passer à la question suivante. N'hésitez pas à la formuler dans le chat. Et puis, bon, voilà, comme ça nous permettra de nous assurer que vous aviez effectivement une question. Ce n'était pas une fausse manip et au besoin, on pourra vous donner la parole. Donc, il y avait, je reprends le fil des conversations. Ah, une question de Patricia.
Lefebvre de l'AEAP. Alors, l'AEAP, vous l'aurez reconnu, c'est l'agence de l'eau Artois-Picardie. Comment BIMBAP et MEO peuvent s'intégrer dans les évaluations des fonctionnalités des zones humides dans le cadre de la démarche ERC? Question pas évidente. Il me semble qu'Estelle se sentait d'apporter un premier élément de réponse. Estelle, si tu veux bien. Oui, je vais tenter de donner quelques éléments. N'hésitez pas, hein, pour les personnes qui pourraient être spécialistes de cette démarche éviter, réduire, compenser. En fait, on l'a bien vu avec les exemples notamment de suivi ou de travaux ou bien de suivi d'évolution des zones humides, hein, pour ces indicateurs ou pour ces protocoles, on a besoin de temps. Donc, je pense qu'il est vraiment important de distinguer les deux démarches. Et pour évaluer les fonctions des zones humides, on a un guide, hein, qui est la Bible de tous les pétitionnaires qui doivent déposer un dossier dans le cadre de démarches de nouveaux projets d'aménagement, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses bien distinctes, même si, bien sûr, on peut utiliser la boîte à outils BIMBAP ou MEO pour pouvoir suivre des mesures compensatoires qui auront été prises pour voir si au fil du temps, on retrouve vraiment un milieu humide qui soit fonctionnel et en bon état. Si on a des mesures compensatoires en termes de restauration de milieu. Mais par contre, souvent, quand on est sur une démarche éviter, réduire, compenser, il faut aller rapidement. Et la méthodologie qui a été élaborée par l'ONEMA à l'époque, l'OFB aujourd'hui et le Muséum national d'histoire naturelle, se veut plus une méthodologie cartographique pour pouvoir évaluer les fonctions de la zone humide qui va être impactée par le projet. Et puis ensuite, pouvoir trouver une zone humide sur laquelle on va tenter de compenser cette disparition. Donc voilà, donc pour moi, c'est deux méthodologies différentes, même si l'IGERO, Roméo, MEO, BIMBAP, etc., peut être utilisé pour voir si ce qui était proposé en termes de mesures compensatoires au fil du temps va vraiment bien répondre à l'objectif souhaité. Mais je vois que Jérôme, qui est peut-être plus proche du terrain là-dessus, a levé la main et je le laisse compléter. Oui, ben, je vais juste confirmer, hein, les indicateurs ne sont pas utilisés pour définir les mesures, la compensation, puisque il faut du temps et voilà, c'est pas le but du jeu. Par contre, pour suivre la compensation, pour suivre les effets d'une mesure, d'une compensation, aujourd'hui, les indicateurs peuvent être prescrits. Ça a été le cas dans le bassin sur certaines mesures compensatoires pour suivre les effets de la restauration de zones humides. Bon, j'espère qu'on aura bien répondu à la question de Patricia, et si ce n'est pas le cas, elle m'en fera part. En tout cas, on est rentré dans le vif du sujet. C'est une question, j'ai envie de dire, à laquelle on s'attendait un petit peu. Et merci à Patricia de l'avoir posée. Je la remercie d'autant plus que nous n'avons pas beaucoup de questions. Donc surtout, ne vous privez pas de les poser. On aura un dernier temps d'échange. Mais si à ce stade, par rapport à ce qui vous a été présenté, vous avez des questions, des inquiétudes, et je vois que François lève la main. Donc, à défaut de questions, je laisse la parole à François. Oui, merci Sébastien. Je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître de Bruno Cosman. Y a-t-il un lien entre BIMBAP et la méthode plan de gestion CT88 ?
Sur cette question, oui, en ayant en tête que Méo a bien également pour objectif d'évaluer des trajectoires écologiques d'un site à moyen ou long terme pour évaluer l'efficacité de la gestion par les gestionnaires, et peut-être Quentin viendra compléter également derrière. Et on a bien en tête que par ailleurs, nous à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, on est en charge aux côtés de l'OFP de compléter ce guide CT88, et on a bien en tête que Méo peut intégrer le guide de rédaction des plans de gestion pour pouvoir évaluer les trajectoires en matière de milieu humide, et je laisse la parole à Quentin s'il souhaite compléter. Ouais, pour compléter, du coup, dans les tableaux d'arborescence là, de la méthode CT88, donc on a la partie haute du tableau qui concerne les indicateurs à long terme pour un site. Et donc nous, depuis qu'on teste les indicateurs BIMBAP, on systématise quasiment pour toutes les zones humides des suivis de ces indicateurs-là, quoi. Donc souvent, quand on a des objectifs ou des enjeux sur un patrimoine naturel lié à la zone humide, on va mettre en place l'indicateur piézométrique ou l'indicateur d'engorgement du sol. Et puis quand on a aussi des objectifs à long terme qui sont liés à un patrimoine lié à des milieux oligo-mésotrophes, on met l'indicateur de fertilité du sol, par exemple. Donc voilà, nous, on se dirige de plus en plus vers ce type d'indicateur-là pour les suivis à long terme de nos plans de gestion. Merci Quentin, merci François. Il reste une dernière question que je vous propose de prendre voilà, jusqu'à 11h30. Pourquoi ces nouveaux indicateurs et pas l'utilisation du calcul de fonctionnalité des zones humides, c'est la méthode ONEMA, pour étudier l'évolution des zones humides, y compris après restauration? À cette question du pourquoi, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Si quelqu'un se sent de répondre. Je peux répondre, hein, parce que c'est pas tout à fait le même objectif, que le niveau entre l'évaluation de la fonction de la zone humide et du suivi pour en tirer une information sur des tendances d'évolution. Et la question est un peu différente, et que les données, le niveau de finesse des données qui sont collectées permettent pas forcément de faire la même chose. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, pour cette réponse, parce que les questions n'étaient pas évidentes et la réponse semble très claire. Je vous propose de reprendre le flux du webinaire pour ne pas dépasser. Pour l'instant, on tient bien le timing. Alors, comme on le disait, donc on vous a présenté des boîtes à outils, un dispositif, on vous a présenté un contexte par rapport à tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, voilà, on ne devient pas familier non plus des indicateurs en un jour. Hein. On essaie de vous proposer une boîte à outils, de la rendre facilitatrice, de la rendre compréhensible, utilisable. C'est l'esprit d'une mallette, d'une boîte à outils. Mais malgré tout, il y a un certain temps d'appropriation. Et pour vous approprier ces indicateurs, ces outils, vous n'êtes pas seul. Il y a un accompagnement qui va se déployer. Et parmi ces accompagnements, en lien avec la démarche MEO qui vous a été présentée tout à l'heure, il existe des formations, et figurez-vous que nous allons sans doute avoir de beaux événements à promouvoir dans les Hauts-de-France dans les mois à venir, mais je n'en dis pas plus parce que je passe la parole à Charlotte Lemoigne de la Fédération des conservatoires. Merci Sébastien. Oui, donc je suis Charlotte Lemoigne, je suis chargée de mission zone humide à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Et du coup, je vais vous présenter
les formations que l'on propose du coup avec l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on a proposé la première session en 2019. Et du coup, l'intitulé de la formation, c'est « Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration avec la boîte à outils MEO ». Et du coup, bien évidemment, ces formations s'inscrivent dans le cadre du projet MEO national qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique. Voilà. Et du coup, il s'agit vraiment d'une formation d'initiation. Une formation initiale, donc d'initiation qui va approcher de manière globale cette boîte à outils en partant du début à la définition des objectifs jusqu'à l'interprétation des résultats obtenus. Les grands objectifs visés par cette formation vont être de discerner le cadre d'application du suivi des milieux humides, choisir les protocoles terrain et indicateurs d'évaluation des milieux humides, savoir organiser les données de suivi et enfin calculer des indicateurs et interpréter les résultats obtenus. Et dans le cadre de cette formation qu'on appelle une formation MEO nationale, il n'y a pas de mise en œuvre ni de savoir-faire. J'entends par là qu'il n'y a pas de réelle mise en œuvre de chacun des protocoles sur le terrain. Ça, c'est l'objet de ce dont vous parlera après moi Quentin. C'est plus les formations qui sont spécifiques à un protocole et qui vous sont proposées sur plusieurs des bassins en France. Alors, le format de ces formations, donc c'est des formations qui se déroulent sur 4 jours, répartis sur 5. Donc, elles commencent le lundi après-midi et se terminent le vendredi midi. On alterne à la fois de la théorie, beaucoup d'activités pédagogiques, des sorties terrain, exercices grandeur nature. Donc, c'est voulu, c'est des formations qui sont très dynamiques et qui sont rythmées. Donc, de par les formats qui sont proposés aux stagiaires, mais aussi de par les intervenants qui font des présentations et qui interviennent tout au long de cette semaine-là. Comme vous pouvez le voir, donc on a souvent un tronc commun d'intervenants avec les conservatoires des espaces naturels, l'OFB et l'Office international de l'eau. Et après, en fonction de la localisation des sessions, nous allons faire intervenir différentes structures. Donc, à chaque fois, il y a au moins un conservatoire qui intervient. Et après, nous pouvons avoir, par exemple, on a eu déjà l'ADENA, gestionnaire de la réserve naturelle du Bagnas, l'INRAE, ou encore le Forum des marais atlantiques qui interviennent. Toujours pour garder un format à taille humaine, laisser la place aux échanges et laisser la possibilité à chacun des stagiaires de pouvoir poser ses questions et prendre la parole et interagir dans toutes les activités qu'on propose. On essaye toujours d'avoir un format qui tourne autour des 15 stagiaires maximum. Voilà, quelques photos pour illustrer. Donc, tout en haut, c'était sur la réserve naturelle du Bagnas avec les collègues de l'ADENA. Juste complètement en haut, mais à droite, vous avez les collègues de l'INRAE qui sont intervenus à Yenne. Et en dessous, c'est visite de site avec Jérôme, pareil, lors de la session à Yenne en juin 2022. Voilà alors le panel de toutes les sessions qu'on a pu proposer depuis 2019. Donc, comme vous voyez, on a mis un coup d'accélérateur à partir depuis l'année dernière où on a proposé 3 sessions au cours de l'année. Et cette année, pour 2023, on refait la même chose avec 3 sessions. Donc, de nouveau, une session à Yenne la dernière semaine de juin. Une session qui va surtout intéresser le public d'Artois Picardie, puisqu'on en fait une dernière semaine de septembre à Fouescamp, donc sur le site de formation de l'OFB du Paraclet. Et on en fait aussi une première semaine d'octobre dans le Loiret, à Mins-sur-Loire. Voilà, donc du coup, je pense que Sébastien, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous fournira les présentations PowerPoint. Vous retrouverez directement les liens pour vous inscrire sur le PowerPoint.
À savoir aussi que les inscriptions à ces formations sont possibles soit via le portail de l'OFB, donc le portail des formations de l'OFB, mais aussi via le site du CNFPT, puisque cette formation est aussi proposée dans leur catalogue. Donc, depuis 2019, on a réalisé 6 sessions. Donc, sur cette petite cartographie, vous avez la localisation des sessions, donc avec un petit pool en région Centre-Val de Loire, puis à Yenne et puis dans le sud. Et donc, voilà, donc il y a pas beaucoup de sessions et pourtant, après, quand on regarde au niveau des localisations des structures qui ont déjà participé à ces formations, on voit qu'on arrive à couvrir une échelle nationale et même plus lointaine, puisqu'on a déjà eu des collègues de Saint-Pierre-et-Miquelon et du PNR de Guyane qui sont aussi venus en France pour suivre cette formation. Voilà, un petit zoom sur la France métropolitaine. Voilà. Donc là, chaque picto, c'est une structure. Et derrière une structure, des fois, on a déjà eu plusieurs stagiaires d'une même structure. Voilà, donc en tout, ça fait près de 90 stagiaires qui ont été formés dans le cadre de cette formation nationale entre 2019 et 2022. Là, je vous ai mis très rapidement le déroulé de la formation pour que vous voyez un petit peu plus quelles sont les séquences et dans quel ordre on les aborde en fonction des différentes journées. Donc, comme je vous l'ai dit, on part de notions qui sont très générales, mais ça permet en début de formation de s'assurer qu'on parle tous de la même chose quand on parle de zone humide, de protocole, d'inventaire ou encore de suivi. On revient sur le cadre d'application de la boîte à outils MEO et sur la bancarisation des données brutes. Et après, dès la deuxième journée, là, on se lance vraiment dans la présentation des protocoles et des indicateurs, avec en préambule comment se lancer dans la démarche d'évaluation. On revoit aussi tout ça avec les stagiaires. Et dès la deuxième journée, on est sur le terrain l'après-midi. On retourne sur le terrain la troisième journée pour un exercice grandeur nature, tandis qu'en matinée, en fait, la séquence 7 est vraiment une prise de recul, c'est-à-dire qu'on va regarder comment cette démarche nationale MEO va s'articuler avec d'autres démarches nationales. Ça permet en fait de faire un zoom arrière et de remettre MEO dans un paysage plus global et plus général des démarches nationales. Et enfin, le jour 4 et le jour 5, on aborde les outils de calcul des indicateurs et leur calcul ainsi que l'interprétation des résultats. Alors, n'ayez pas peur. Il faut savoir que c'est une formation qui repose sur la pédagogie active. Donc, les stagiaires ne s'endorment pas et ne subissent pas la formation devant des présentations PowerPoint pendant 4 jours, puisque, en fait, on propose de nombreux supports et animations tout le long de la formation pour que les stagiaires soient vraiment acteurs de la formation. Les stagiaires sont vraiment au cœur de la formation. On va vraiment partir de eux, ceux qui connaissent, leur retour d'expérience, leur vécu. Et en fait, on va partir vraiment de ça pour aller plus loin, pour compléter et puis pour aborder tout ce qu'on abordera au cours de ces formations. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs illustrations. Donc, que ça soit voilà, avec des étiquettes, des sorties terrain, des cas concrets, d'autres visites de sites, des exercices sur ordinateur, voilà, puis des frises chronologiques à compléter. Enfin, voilà, tout un panel d'outils qui font que cette formation, voilà, elle passe vraiment par de la pédagogie active. Parce que voilà, on s'est rendu compte que les stagiaires voilà, appréhendaient mieux et il y avait une meilleure compréhension des choses quand on les mettait au cœur de la formation. Voilà, ça sera tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour les formations nationales ou mon homologue à l'OFB qui est Pierre Kestecker. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Vivement ces formations dans les Hauts-de-France. Et puis voilà, ça met là aussi en appétit pour pouvoir suivre cette pédagogie active, comme tu le dis. Voilà, on va passer à nouveau la parole à Quentin, parce que ces formations MEO aussi,
on va les décliner sous la forme de formation BIMBAP avec aussi des formations spécifiques à terme aux indicateurs propres au bassin. Et Quentin va nous en dire un petit peu plus sur les perspectives de formation qui vont vous permettre de vous accompagner dans l'appropriation de tous les indicateurs. Oui, donc on est actuellement en train de travailler sur le contenu des formations BIMBAP. Donc l'objectif, c'est d'avoir une formation par indicateur. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail de chaque indicateur, comprendre leurs objectifs, leurs limites, de savoir bien mettre en œuvre les différents protocoles et de comprendre les calculs des notes et avoir des pistes d'interprétation, donc avec tout ce qui est aussi analyse statistique. Au niveau du public visé par ces formations, donc c'est tous les agents des organismes qui souhaitent mettre en œuvre les protocoles et les indicateurs BIMBAP. Et on partirait, enfin, il faut voir en fonction des indicateurs, mais on partirait quand même sur des formations à la journée, avec une matinée théorique, où on présente les indicateurs, les protocoles, les objectifs. On va préparer l'échantillonnage. Et ensuite, on ira sur le terrain l'après-midi pour vraiment mettre en œuvre ces différents protocoles, faire les relevés de terrain, récolter les données. Donc pour ce qui est intéressant aussi, c'est que ces formations ont déjà été mises en place par nos collègues d'Essène dans les bassins Ligero et Roméo. Donc du coup, on va pouvoir bénéficier aussi de leur expérience pour construire ces formations-là. Et une petite précision aussi, c'est que ce n'est pas du tout des formations naturalistes, hein, c'est des formations qui ont vraiment vocation à mettre en place et à bien comprendre ces indicateurs-là. Et donc, ce n'est pas des formations à la reconnaissance des espèces, donc que ce soit pour l'indicateur flore ou odonate, par exemple. Donc, le programme prévisionnel, donc on envisage une première formation sur la dynamique hydrologique de la nappe en octobre-novembre de cette année. Puis pour les indicateurs liés à des groupes faunistiques ou floristiques, là, on va attendre le printemps-été de l'année prochaine. Donc en 2024, avec les protocoles flore, où on peut calculer 2 indicateurs différents avec le même protocole, indicateur d'engorgement et de trophie, en une seule formation. Une journée pour l'indicateur intégrité du peuplement d'odonate. Pour l'indicateur intégrité sténoïcie du peuplement d'hétérocère, donc forcément, ça sera sur pour un début de formation peut-être en début d'après-midi, puisqu'on fera le terrain la nuit. Et l'indicateur CIRGENET qui reste encore à calibrer pour 2024. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi autour de ces formations. Et peut-être qu'Estelle pourra aussi nous le préciser, mais il y a aussi un accompagnement qui est prévu en plus de ces formations. Quand des organismes se lancent dans la mise en place de ces indicateurs, une sorte de service après-vente pour répondre aux questions éventuelles que chaque organisme peut se poser au moment de la mise en place ou de l'interprétation autour de ces indicateurs. Oui, justement, par rapport à ta présentation, Quentin, désolée, j'espère que vous n'avez pas entendu, on a les pompiers qui passent à Douai. Ce qui me paraît important, c'est ma vision des choses, hein, c'est pas forcément parfait, mais la formation dont nous a parlé Charlotte, qui nous a été présentée par Charlotte, c'est vraiment de bien comprendre l'utilité lorsque l'on fait des travaux ou lorsque l'on veut suivre un milieu humide, l'utilité de mettre en place toute cette démarche de boîte à outils avec des protocoles qui sont mis en place sur le terrain et des indicateurs qui peuvent être suivis pour, comme l'a montré très bien Jérôme Porteret, on peut voir au fil du temps l'évolution de ce milieu. Et donc, cette semaine de formation, elle me paraît intéressante aussi bien pour des gestionnaires d'espaces naturels que pour des collectivités, communautés d'agglomération, communautés de communes,
qui ont voilà, des projets de restauration de milieux humides et qui souhaitent pouvoir mettre en place un suivi de ces travaux, mais qui sera certainement réalisé par un prestataire dans le cadre d'un marché public, parce que voilà, les compétences scientifiques ne sont pas forcément au sein de cette collectivité. Donc, voilà, pour pouvoir rédiger le cahier des charges, pour pouvoir suivre ce qui va peut-être être réalisé par un prestataire, je pense que les 4-5 jours de formation me paraissent absolument nécessaires. Par contre, ce que vous propose Quentin Maresco sur chacun des indicateurs BIMBAP, et il l'a bien rappelé dans sa présentation, la mise en place des protocoles nécessite d'avoir une connaissance. Alors voilà, quand on parle d'indicateurs floristiques, il faut pouvoir être capable d'identifier la flore, et ça, c'est pas quelque chose qui sera réalisé en une seule journée. Voilà, on sait tous, on a tous le plaisir d'aller se balader le week-end et de se dire, ah tiens, cette plante-là, c'est quoi le nom, etc. Là, il faut vraiment pouvoir identifier très rapidement la flore. Quand on fait le protocole et indicateur libellule odonate, c'est la même chose, hein, et c'est pareil pour chacun des indicateurs. Donc ça, ce sera quelque chose, ce sera un prérequis pour pouvoir s'inscrire aux formations, parce que ça ne sert pas à grand-chose d'aller à ces formations si on n'a pas un minimum de connaissances. Et justement, ça va me permettre peut-être de répondre à la question du monsieur ou du madame bureau alpha. Au-delà des formations aux indicateurs, pensez-vous à proposer des formations à l'identification naturaliste nécessaires pour l'utilisation de ces indicateurs, odonates, flore des zones humides, coléoptères aquatiques, cirf, etc. Je dois avouer que actuellement, dans le cadre du partenariat avec le Forum des marais atlantiques et son antenne Manche-Mer du Nord, on a déjà des formations sur la flore des zones humides, mais on se rend compte que notre formation, qui est 2 jours, voire parfois une journée pour certaines années, c'est pas ça qui va nous permettre de devenir des spécialistes de la flore, etc. C'est plus une mise en appétit, une découverte de cette flore magnifique, mais c'est une entrée en question, et malheureusement, après, je pense que la seule façon pour devenir spécialiste et un véritable naturaliste, c'est de se rendre quasiment tous les week-ends sur le terrain et de travailler avec sa flore pour pouvoir continuer d'identifier. Je pense que c'est exactement la même chose sur les odonates, les coléoptères aquatiques et puis les cirfs. Mais voilà, donc on est plus, nous, sur une appétence et une entrée en bouche sur ces différents sujets, mais ce n'est pas les formations agences de l'eau qui permettront aux gens de devenir vraiment des spécialistes. Donc voilà, je tenais juste à vraiment souligner ce point, et je pense que Quentin va compléter. Ton micro n'est pas ouvert, Quentin, donc on ne t'entend pas. Ah oui, pardon. Je disais oui, pour compléter, il y a déjà des formations qui existent au niveau naturaliste. Par exemple, pour les cirfs, il y a des formations de RNF. Pour les coléoptères aquatiques, il y a des formations de l'OPI. On a un collègue notamment qui s'est formé au coléo aquatique l'année dernière grâce à cette formation de l'OPI. Et puis, pareil, pour la flore et les odonates dans le… Est-ce que tu peux juste préciser l'OPI, ce qui n'est pas forcément… L'Office pour les insectes et leur environnement, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un organisme qui est basé à Paris. Voilà. Et oui, et pour la flore et les odonates, pareil, hein, vous pouvez retrouver aussi, je pense, dans le catalogue de l'OFB des formations sur ces groupes-là.
Eh bien, alors je reprends le relais puisque nous approchons de l'issue de ce webinaire et on reste dans les temps. Donc, on avait prévu un petit temps d'échange complémentaire. Donc, Estelle a bien rebondi sur la question des formations que le FMA propose. Effectivement, ce sont des formations qui visent à s'immerger d'abord et à prendre la mesure des enjeux et puis on ne protège que ce qu'on aime bien, j'ai envie de dire. Donc, c'est apprendre à aimer les zones humides à travers la flore, mais c'est sûr qu'on n'en fera pas des spécialistes de la flore. Donc, voilà. Et donc, je vois Il y qu'il y a a il y a une Oui, petite question de Bruno Cosson voilà. pour Quentin. Excuse-moi, je pensais que tu n'avais Je pas l'avais vu, ouais, la j'allais la relayer, mais merci merci de relever là-dessus. Donc, Bruno, ouais, a-t-on déjà une idée du nombre de personnes pouvant être accueillies sur ces formations? Alors, si c'est des formations Méo, Charlotte avait déjà apporté une réponse, mais je la laisse compléter. Et pour Quentin, de même, voilà, sur le sujet. Oui, il me semble que c'est à peu près le même ordre de grandeur, une quinzaine de participants par formation. Mais je ne sais pas si peut-être Jérôme, il a plus l'habitude d'avoir fait des formations spécifiques indicateurs. Je ne sais pas si tu peux compléter, vous, le nombre de personnes que vous prenez. Je pourrais pas trop compléter. C'est plutôt côté Ligero que ça s'est largement développé, D'accord. mais peut-être que Charlotte peut répondre. Je renvoie la balle. J'apprends. Bon, Jérôme. Oui, côté Ligero, c'est pareil. On est souvent sous environ 15 stagiaires. Ouais. Et après, oui, 15 stagiaires. Après, ça dépend aussi des formations. Je sais que, par exemple, pour les formations sur l'indicateur, le protocole à pédologie, voilà, elles aiment bien je sais que ça soit Audrey du FMA ou Brigitte du Seine-Centre Val-de-Loire, de ne pas avoir des trop gros groupes, notamment voilà, sur des protocoles où on sait qu'on va avoir pas mal de questions et voilà, et surtout sur la partie terrain, que tout le groupe soit ensemble et qu'on arrive à avoir les stagiaires tous ensemble et que voilà, que ça se disperse pas et que les stagiaires entendent bien ce que disent le formateur et puis celui qui accompagne aussi des fois. Donc voilà, mais c'est pas des gros, c'est jamais des gros formats, les formations, voilà. Et je redis, pour les formations nationales, c'est une quinzaine de stagiaires. Voilà. Et d'ailleurs, Brigitte Et Rouillot là, est là, voilà, et elle a répondu dans le chat. Elle nous indique que 12 personnes, c'est très bien, et je vais aussi dans ce sens-là, parce qu'au-delà des stagiaires, il faut aussi penser aux formateurs. C'est pas toujours facile à gérer les grands publics nombreux sur des choses parfois aussi pointues. En espérant avoir répondu à la question de Bruno. Je pense que oui. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, parce qu'on ne se reverra pas tout de suite. Après, très heureux d'avoir organisé ce webinaire pour justement vous présenter les choses, mais vous permettre aussi de poser vos questions, d'exposer vos interrogations. Voilà, et puis on se retrouvera de toute façon à d'autres moments. Je n'en vois pas. Ok, c'est bon pour Bruno. Alors, on va terminer tout doucement. On va se diriger vers la fin de ce webinaire. Donc, dans le chat, vous avez un lien vers un questionnaire de satisfaction, on va l'appeler comme ça, quant à ce webinaire et par rapport pour relever aussi vos interrogations que vous n'auriez pas exprimées ou osé exprimer ici dans le cadre de ce webinaire. Donc, un petit questionnaire sur BIMBAP, sur Méo, sur ces démarches-là. On vous invite à le compléter et ça nous aidera beaucoup. Voilà. Je vais juste faire un petit récapitulatif finalement du calendrier. Voilà, donc vous voyez tout ça s'afficher. Donc, c'est un peu la synthèse finalement, le calendrier prévisionnel, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu au cours de ces présentations. Donc, effectivement, des formations au mois de septembre, mais au Paraclet, dans les Hauts-de-France. Très heureux d'accueillir Charlotte et le FMA, il sera représenté aussi, donc ça sera un beau moment. Donc, comme vous l'avez vu, les premières formations BIMBAP sont prévues pour fin 2023 sur l'indicateur hydro, dynamique hydrogéologique de la NANA, PIO3. Et puis après, au printemps prochain, c'est-à-dire on espère dans un an,
d'autres indicateurs plus en phase avec tout ce qui peut s'exprimer davantage à la belle saison. Et puis, on espère le déploiement de cette calculette. Alors, je n'ai pas détaillé là-dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que l'esprit, quand je disais que les démarches se nourrissent mutuellement, Méo, BIMBAP, etc., c'est que autant déployer une calculette qui soit commune plutôt que de déployer chacun sa propre calculette. Donc voilà, c'est les réflexions récentes qui sont sorties sur le déploiement d'un outil de calcul. Alors, j'arrête mon partage. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui. Sur ce point de calculette, sachez quand même, voilà, si certaines personnes souhaitent développer ou mettre en place déjà les protocoles, des outils temporaires peuvent être mis à disposition pour pouvoir quand même stocker correctement les données, etc. Alors, je ne sais plus, des fichiers Excel d'un certain format voilà, qui seront mis à disposition pour que chacun puisse, en attendant cet outil national, quand même débuter le travail quand il y a des inventaires qui doivent être menés avant travaux. Donc voilà, il y aura des outils temporaires en attendant cet outil national. Donc ne vous dites pas, oh là là, 2025, c'est très très loin. Non, on pourra quand même déjà commencer à travailler avec cette boîte à outils. Eh bien, merci pour cette précision. Alors, voilà, je vous propose de terminer ce webinaire. J'avais juste quelques mots à dire, simplement d'insister sur la démarche collective. Et quand on dit démarche collective, au-delà de tous les partenaires, qu'à un moment ou à un autre, on participe à ces réflexions. C'est vous qui nous regardez, c'est vous qui nous écoutez aussi, qui vont nous permettre d'avoir des retours de mise en œuvre, j'espère, établis sur vos sites. Donc, vous faites partie à part entière de cette démarche. Je tiens à remercier tous les participants, les intervenants à ce webinaire. Je vous remercie infiniment parce que voilà, nous réunir tous ensemble, de près, de loin, on a vu que on vient d'un peu tous les territoires, c'était un beau défi et on a répondu présent avec nos spécialités respectives. Donc merci à vous tous. Merci aussi à nos financeurs au milieu desquels l'Agence de l'eau, la CAPSO, l'Adréal, qui permettent à cette modeste antenne de Saint-Omer d'exister. Et voilà, donc je remercie enfin chaleureusement tous les participants, tous les spectateurs qui nous ont écoutés avec attention, en espérant que ça vous ait donné envie. Donc, s'il y a un dernier mot, je vois que Christelle rallume sa caméra. Voilà, et je vous propose de clore ce webinaire là-dessus. Je vous dis à bientôt et merci. Et surtout, n'hésitez pas à remplir le formulaire, le questionnaire qui est proposé pour qu'on puisse mieux répondre à vos attentes. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Au revoir, bonne journée.